c'est un peu de l'histoire que l'on retrouve aujourd'hui, de l'histoire de la pensée contemporaine et du féminisme. Elle a influencé nos vies, en tout cas la mienne, par sa réflexion et sa rigueur. Sa leçon, regardez le réel, toujours, sans compromis. Tâchez de ne jamais être injuste face à lui, quitte à parfois être seul. Mais peut-être est-ce là le devoir de libre pensée, le vrai qu'il nous faut aujourd'hui plus que jamais essayer de nous appliquer. Elisabeth Badinter est notre hôte, l'hôte du point. Bienvenue à elle et bienvenue chez elle. Merci beaucoup, madame, de nous recevoir aujourd'hui en compagnie de Philippe, notre cher éditorialiste Philippe Ball, que vous connaissiez, je crois. Oui. Oui. Soyez pas tout gêné, Philippe. Je ne suis pas tout gêné du tout. Je suis chez moi, ici. Exactement. En revanche, l'actualité, elle, est plus triste. Je l'ai dit, vous êtes une figure du féminisme. Est-il en train d'échouer aujourd'hui avec ce retour de la guerre qu'on annonce, ce retour d'un monde d'hommes très viriliste? Alors, d'abord, je ne crois pas que ce soit les terribles nouvelles que nous avons depuis quelques semaines à propos de l'Ukraine et de la Russie qui ont, si vous voulez, engendré la multiplication des mouvements féministes extrêmes, ou pas extrêmes d'ailleurs, et qui ont tout simplement de ce fait fait éclater tout le féminisme. Voilà, je reviendrai peut-être dessus, mais c'est vrai que la guerre qui existe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, et qui est réglée, comme on le sait, par Trump, comment dirais-je, rendu plus fortes les oppositions entre les uns et les autres. Cette brutalité qui est dans l'air, d'ailleurs, qui est dans les rapports politiques, qui est dans les rapports interpersonnels, aujourd'hui, ce retour effectivement à tout ce qui finalement, tout ce que les femmes ont essayé de casser, ça veut dire quoi? C'est un backlash, c'est un retour du refoulé, d'une espèce de masculinité qu'on a voulu terrasser? Je ne dirais pas ça. Je pense que ce qui se passe en ce moment, du retour de l'agression, de l'agressivité, de la violence jusqu'à des garçons, je dis bien des garçons plus encore que les hommes d'une certaine génération, à l'égard des femmes, c'est quand même une des conséquences, je crois, inévitables, sur un certain point, de la révolte des jeunes garçons qui ont été finalement élevés sans loi, sans morale en ce qui concerne le rapport avec les femmes. Et qu'ils ont peur de ne pas être des vrais hommes, comme dans la tradition le voulait. Donc ça, c'est un point, mais par ailleurs, oui, il me semble que l'agressivité, le masculiniste, comme vous dites, les coups de couteau par-ci, les coups de couteau par-là, ça ne concerne pas les femmes, mais il me semble que là, il y a quelque chose qui m'échappe, comme à tous les autres, à savoir qu'est-ce qui a engendré, à part cette espèce de violence des hommes qui ont l'impression de perdre leur virilité. C'est une question qui m'interpelle beaucoup, et je dois confesser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille de ces jeunes hommes. Et la faute à qui? Aux parents. Je veux dire, on est quand même dans une société vraiment libérale en ce qui concerne les mœurs et les choix qu'une femme peut faire. Et donc, je comprends très bien que tout le monde n'a pas de facilité pour élever ses enfants. Mais quand même, il y a 50, 70, 80 ans et plus, même si les parents s'occupaient peu des enfants dans certaines conditions, avec certains problèmes, il reste que le tu ne tueras point, enfin des choses élémentaires, tu ne traiteras pas l'autre comme un objet, etc., ça pouvait s'enseigner. Ce qui me fait souligner que la plupart du temps, les gens qui sont en difficulté économique, sociale, c'est souvent des femmes qui se retrouvent seules à élever des enfants. Et que les hommes prennent la poudre d'escampette assez vite
et ne reconnaissent rien du tout et ne s'occupent pas des enfants. Mais si on cherche des responsables, même si socialement on peut dire qu'ils ne sont pas responsables, ils ont quand même fait des enfants et il y a un minimum qu'on doit inculquer à ces enfants. Mais en même temps, quand on voit qu'au niveau politique, il y a l'émergence d'hommes tels que Donald Trump, justement, et le tout est permis. Et la violence et la brutalité sont poussées à leur paroxysme, mais même sont plébiscitées. Ça vient d'où, ça? Ce phénomène, justement, qui, après, évidemment, se retrouve aussi dans l'individu et dans les rapports interpersonnels. Je ne peux pas vous donner d'autres réflexions que celles que je viens d'avoir avec vous. C'est à la fois familial, à la fois social, à la fois presque artistique. C'est les réseaux sociaux qui sont très violents, c'est les films qui sont atrocement violents, c'est les jeux des enfants. C'est les chansons. Oui, de rap par exemple, où tout est permis. Et on se permet tout plutôt. Et donc ça fait une atmosphère générale où le respect de l'autre, le minimum de respect de l'autre, s'efface peu à peu. Peut-être que quand le président Macron a parlé de décivilisation, c'est un mot qui lui avait été soufflé par un de ses hôtes à l'Élysée. Est-ce qu'il a repris vraiment dans son sens premier le mot décivilisation? Parce que le mot décivilisation a été forgé par un sociologue, Norbert Elias, qui a beaucoup travaillé sur l'aristocratie du XVIIe siècle, et disant que quand le roi commence à manger avec une fourchette, la cour mange avec une fourchette, les bourgeois mangent avec une fourchette, enfin bon, et que finalement la civilisation, elle descend comme ça de la façon dont l'aristocratie se conduit, et où les gouvernants se conduisent. Et que quand les gouvernants commencent à mal se conduire, aussitôt dans le peuple, on ressent une montée de la violence et de la brutalité. Il y a quelque chose comme ça peut-être. Vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose comme ça. Et cependant, je ne peux pas pour autant dire que c'est la seule cause, parce qu'à cause justement, on est responsable de ces enfants, on le veuille ou non, et je veux dire, on ne fait plus 8 ou 9 enfants aujourd'hui, mais c'est pour ça que je suis tellement partisane que les femmes choisissent en toute liberté, pas à cause de la coutume, pas à cause de telle ou telle raison qui n'a rien à voir avec le désir d'enfant, donc peut-être s'adresser à eux. Mais vous avez lutté justement, tout l'essentiel de votre réflexion, beaucoup portait sur ça, sur le rapport de la mère à l'enfant, et pour justement détacher ce rapport de la mère à l'enfant, qui ne doit pas être un rapport aliénant. Qu'est-ce que doit faire la mère finalement? Parce que si elle se détache de l'enfant, alors après elle l'éduque mal, enfin elle est toujours dans une espèce de culpabilisation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une faillite dans l'éducation, d'ailleurs qui touche tous les milieux, pas seulement les milieux précarisés. Mais la faute à qui encore? Parce que les femmes ont voulu s'affranchir, ça n'a pas été simple, elles n'ont pas d'ailleurs complètement réussi, mais c'est difficile d'élever des enfants, donc comment bien faire? Alors c'est d'abord plus difficile que jamais, parce que ce qu'on exige des mères aujourd'hui, qui sont des femmes qui essayent, si vous voulez, de se libéraliser du passé et d'acquérir enfin une véritable égalité avec les hommes, ce qu'on exige, les psychologues, les pédagogues, c'est absolument extrême. J'ai jamais vu ça, même ce qui me fait parler d'une sorte de régression. Je vous donne juste un petit exemple. Dans les années 50, 60, personne n'aurait eu l'idée dans une maternité de demander à la mère ou de dire à la mère comme une affirmation « bien sûr, vous allaitez ». Les femmes choisissaient. Et elles choisissaient le biberon. Bon. Et pourtant, à l'époque, c'était pas non plus, si vous voulez, le travail des femmes était encore très minoritaire, sauf de celles qui ne pouvaient pas faire autrement pour vivre. Voilà, c'est le genre. Aujourd'hui, on arrive dans la chambre de la future mère et on lui dit, bien sûr, madame, vous allaitez. Oui. Il y a un naturalisme, le naturalisme d'ailleurs c'était dans Fausse Route. C'est pas seulement un naturalisme, c'est un moralisme. Et ce moralisme nous a été légué comme une sorte de poison à mon avis par les ligues américaines. Et pas seulement les écologistes,
dont j'avais eu l'occasion déjà de parler dans d'autres livres, mais c'est moral d'allaiter son enfant, je dirais 6 mois minimum. C'était tellement répandu cette idée que c'était le paradis de l'enfant, c'était tellement évident pour tout le monde que l'OMS a adopté la loi des Leach League américaines, qui sont tous et toutes des réactionnaires incroyables. Plus de choix pour elles. Voilà. Et c'est pas seulement ça. C'est que non seulement il faudrait allaiter 6 mois ses enfants, même si vous n'en avez pas envie, et c'est là où il faut quand même respecter la liberté des femmes. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a pour qui c'est un plaisir d'allaiter, il y en a d'autres pour lesquelles c'est une charge trop lourde pour elles. On ne respecte pas ça, c'est allez hop, tout le monde, les bébés au sein. Justement, est-ce que ce n'est pas une morale qu'on déduit d'une nature fantasmée? Moi, je crois que c'est d'une morale aussi fantasmée, parce que leur discours sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est pour expliquer que si on ne le fait pas, on est la méchante mère. Donc, il y a l'argument des écologistes, c'est plus naturel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler d'une manifestation il y a une douzaine d'années, tout autour de l'Arc de Triomphe, où on avait vu arriver des femmes avec leur nouveau-né allaitant sur la place de l'Arc de Triomphe, pour montrer que c'était ça l'exemple. Dieu merci, ça a fait long feu. Mais enfin, cette façon, si vous voulez, de refuser aux mères, ou aux femmes plus généralement, mais aux mères, de choisir, est revenue très fort. Alors, bien sûr, il faut dire aussi les choses. Les fameuses Leach League qui ont fait leurs petits dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, étaient naturellement contre les femmes qui travaillent, étaient naturellement contre comment dirais-je, tout rejet de ça. C'était des méchantes femmes, voilà. Et ça, c'était par la gauche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par la droite aussi, ça revient. Non, c'était pas par la gauche. Les Leach League, c'est vraiment la droite dure. La droite dure, oui. Avortement. Pas seulement oui. Mais ça a été beaucoup intégré par des mouvements beaucoup plus écologistes, hein, de dire voilà, le lien à la mère est un lien naturel qu'il faut privilégier. On prend une partie de la chose et on oublie le reste. Voilà. Or, on le sait, mais c'est pas assez dit, l'allaitement au biberon donne les mêmes résultats intellectuels, psychologiques de l'allaitement au sein. Alors, aux femmes de choisir. Bien sûr, mais quand je disais, ça revient aussi par la droite. Aujourd'hui, il y a tout un courant de droite qui, même en France, hein, qui est quand même le pays, effectivement, peut-être sur ce plan-là, la femme est la plus émancipée, vous l'avez très très bien démontré, qui revient pour dire, effectivement, le lien naturel à la femme, la femme à l'enfant, fait que voilà, elle a davantage envie de s'en occuper, peut-être moins envie de travailler, et tout ça dans un climat de guerre, de réarmement démographique, comme l'a dit Emmanuel Macron, et ça aussi, c'est à nouveau une entrave ou c'est à nouveau une charge qu'on met sur le dos des femmes qui ont l'obligation peut-être de retourner à leur biberon au sein, et puis de refaire des enfants. C'est une lourde histoire, ça. C'est pas si simple, c'est même élémentaire comme raisonnement, ce que vous citez de la droite, mais vous remarquerez simplement qu'à droite, nous avons la Leach League, à gauche, on a les écolos radicaux. Voilà. Les autres peuvent peut-être bénéficier d'une certaine liberté. Mais vous savez, j'ai l'occasion de parler avec des directrices de maternité, et donc qui connaissent très bien ce qui se passe en ce moment dans le milieu à la fois médical et en même temps la question des femmes, qu'est-ce qu'elles en pensent et tout. Eh bien, j'ai ce témoignage que à ce jour, les femmes n'osent pas dire « je ne veux pas allaiter ». N'osent pas dire. Les bras me tombent comme liberté, bafouée. Mais le contrôle, les injonctions sur les femmes, le contrôle jusqu'à leur ventre, hein, est quelque chose qui n'a jamais lâché finalement la condition féminine. Aujourd'hui, ça revient encore plus fort. On voit effectivement que la menace sur l'avortement est partout présente, y compris dans nos démocraties, heureusement en France. C'est le seul pays qui l'a constitutionnalisé et peut-être le seul pays dans lequel il n'y a pas de danger. Mais ça, ce besoin quand même de remettre sur le ventre de la femme, et encore une fois dans un climat
de guerre, enfin de nécessité, où la nécessité est justement peut-être de refaire un des bébés et du coup de contrôler celles qui les font. Alors, je ne suis pas exactement sur votre longueur d'onde. D'abord, ça a commencé beaucoup plus tôt que les menaces de guerre. Beaucoup plus tôt, ça fait 15 ans, 20 ans que les mouvements extrêmes que j'évoquais sont déjà à l'œuvre. Hein. Donc c'était bien avant qu'on ait des angoisses de guerre et des angoisses de dénatalité. Ça a commencé donc dans les fin des années 90, ce genre de propos. Donc c'est difficile de mêler ça avec la guerre. Maintenant, il faut aussi séparer vraiment l'extrême droite, enfin la droite, je ne veux pas dire l'extrême, la droite et la gauche sur ces sujets depuis très longtemps. Qui a milité pour le féminisme et le féminisme universaliste, entre autres? Qui? La gauche. La gauche. Et j'ai vécu à une époque où c'était pas tellement bien vu de se dire féministe. C'est tout à fait le contraire aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Donc, il y a cette droite et cette gauche. Et la droite a toujours été contre l'avortement. Pas toute la droite, mais enfin une partie, et surtout une partie proche des religions catholiques et chrétiennes d'une façon générale, et juives, et je ne parle pas des autres parce que c'est encore plus rude. Donc il arrive aujourd'hui quelque chose qui nous saisit, même si on ne veut pas le voir, il arrive aujourd'hui que les Européens, les pays riches, les pays industrialisés, donc tous les pays qui nous concernent, ne font plus de bébés, ou en font très peu et très insuffisamment. Parce que finalement, vous mettez le doigt sur un problème qui n'est pas tant un problème public qu'un problème privé. Vous pensez que finalement... Et même individuel. Individuel. Même individuel. Individuel. C'est-à-dire que le rôle des hommes à l'intérieur de ce cercle intime de la famille, du couple, n'est pas suffisant pour que les femmes se sentent libres de faire des enfants si elles le veulent. Étant donné le rôle de l'homme qui laisse finalement trop de charges aux femmes dans l'intimité, empêche les femmes de faire des enfants. Finalement, c'est ce qu'on voit en Corée. Vous parlez de la Corée du Sud, évidemment. Et vous parlez des pays européens, des pays industrialisés. Mais oui, de tous, même l'Amérique, le Canada. Le Canada fait appel à l'immigration plus que l'Amérique, et donc ça va un peu moins mal chez les Canadiens. Mais il reste quelque chose qui est pour nous un obstacle de compréhension et sur lequel on a très peu d'action, c'est le fait que les femmes prennent des décisions à la fois toutes seules, sachant que les hommes veulent moins d'enfants que les femmes, un peu moins encore, et qu'elles sont devant la question clé. Et cette question clé, je ne sais pas comment on pourra être un peu, comment dirais-je, restrictif. La question clé pour une femme, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'un enfant va m'apporter comme plaisir dans la vie, et comme peine, et comme poids? Voilà la question que les femmes d'aujourd'hui se posent. Et donc, il y a là une réflexion que les femmes de ma génération n'avaient pas du tout. Personne ne se demandait est-ce que je vais faire des enfants ou pas. C'était naturel, j'ai envie de dire. Même si les femmes ne se sentaient pas tellement l'envie d'avoir des enfants et aussi vite qu'on les avait, en tous les cas, la question ne se posait pas. Et vous savez, comme on est mu aujourd'hui dans nos sociétés, avant tout par le bien-être, l'épanouissement personnel, ce que je comprends très bien. Mais nous atteignons là le maximum, si vous voulez, de choix individuels qui ne tient compte
que de ça, mais je les comprends. Pour tout vous dire, je les comprends très bien. Et ça n'est pas valable que pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil, parce que c'est vrai que vous avez montré que pendant très longtemps, le modèle français était un modèle très performatif, parce que justement, grâce à l'aristocratie, qui avait d'ailleurs après contaminé toute la société, la mère n'était pas obligée, pour être reconnue socialement, d'être une bonne mère, allaitante, consacrée à ses enfants. Au contraire, tout le monde partait en nourrice. Et de ce fait-là, effectivement, la société française est une société assez tolérante et assez encadrante pour les femmes. Et du coup, les femmes faisaient plus d'enfants qu'elles n'en faisaient en Allemagne, où il y avait ces mères corbeaux, c'est-à-dire que si vous étiez soit mère au foyer, soit vous travailliez, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Même en France, le taux de natalité baisse, moins qu'ailleurs, hein, ça c'est sûr, mais il baisse quand même. Et effectivement, on ne peut pas l'expliquer par le fait que la mère française soit une mère qui soit obligée de rester au foyer, au contraire. Oui, mais si je résume en une phrase, la grande question, c'est une femme une jeune femme ou une femme un peu moins jeune, elle a un job, elle travaille, quand elle rentre, elle a une double journée de travail. Entre parenthèses, personne s'en est ému pendant des décennies. Hein. Souvenez-vous, bon, la femme a une double journée de travail, c'est normal. Or, la question, c'est que, franchement, il y avait une formule que je trouvais formidable, c'est moi, je crève de devoir penser à tout le temps, tout ce qui concerne la famille. C'est 100 choses différentes dans la journée. J'ai oublié ci, j'ai pas fait ça, il y a le petit dernier qui a besoin de ci, les vaccins. Ça, c'est cette qu'on appelle la charge mentale. C'est trop lourd. Vous avez un job, si en plus, par chance, ce travail vous intéresse et que vous voulez vous y consacrer complètement à temps plein, vous vous rendez compte de ce que ça représente pour les femmes. Or, eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Oui, et puis pour peu qu'après vous échouiez, que vos enfants dysfonctionnent, c'est vers vous en plus qu'on va revenir en disant voilà, en plus vous avez échoué à bien les élever, c'est parce que vous travaillez, c'est parce que vous n'étiez pas assez présente, parce que vous n'avez pas allaité, ou je ne sais trop quoi. On a le choix entre être une mauvaise mère et une mauvaise mère, en fait. Voilà. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Mais les pères non plus. Les pères non plus, aujourd'hui, n'ont plus très envie de faire cet effort sacrificiel. Alors, il faut dire, il faut être mesuré dans nos affirmations. Oui. C'est vrai que les dernières générations, les nouvelles générations, je suis mère et grand-mère, font beaucoup plus pour leurs enfants que les pères d'antan. Les jeunes, et probablement pas tous, mais quand il y a une certaine, je vais vous dire, la classe sociale qui écarte le progrès des individus, c'est la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que vous avez un couple qui travaille en général tous les deux, qui sont grosso modo dans la même classe sociale, qui gagnent à peu près la même chose. Et ça, c'est un moteur de progrès extraordinaire, et ça depuis le début. C'est-à-dire donc on ne peut pas tellement contester quand on a chacun le même salaire et qu'on a 2 enfants ensemble. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, moralement, c'est assez difficile de dire tu te débrouilles, moi je lis mon journal le soir quand je rentre. Donc ça a fait progresser les choses. C'est elles qui ont fait progresser. Ce n'est pas les classes dominantes, ce n'est pas les plus misérables ou qui travaillent à 5 heures du matin, ce n'est pas elles non plus. C'est ces femmes-là qui font marcher l'égalité en France. Et je me dis toujours... Alors, cette nouvelle génération de jeunes pères, et c'est vrai, je reconnais que j'en connais beaucoup qui ont changé, ça ne fait pas un sondage, mais nous avons tous autour de nous des pères plus présents et qui sont plus actifs avec leurs enfants. Mais alors, mais oui. Voilà, Philippe. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, mais je ne suis pas la seule. On veut bien aider, mais on veut pas. On n'a pas l'idée de partager. Vous comprenez ? Si vous envoyez votre conjoint faire des courses, il faut que vous lui écriviez la note des choses à écrire, parce qu'il ne le sait pas. Fais-moi la note. Ou alors ils appellent du magasin avec leur portable, est-ce que c'est bien le camembert, machin. Je ne sais pas comment vous... C'est des petits détails de la vie privée,
de la vie. Ça nous touche tous. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le Néanmoins, monde. dans le monde hédoniste dans lequel on se trouve, parce que même socialement aujourd'hui, hein, il y a de plus en plus de soirées, même d'hôtels où on ne veut pas les enfants parce que ça dérange, parce que ça perturbe. Donc ça perturbe l'individu hédoniste que nous sommes devenus de plus en plus. Comment est-ce que justement on convainc cet individu hédoniste de refaire des enfants et de sacrifier un petit peu de sa plénitude et son bonheur personnel pour s'occuper d'enfants ingrats? Oui, ben, c'est de faire part au respect des autres aussi. Et moi, je n'entendais pas que les gens se plaignaient des enfants dans un hôtel il y a 20 ans ou 30 ans, pas du tout. Les enfants savaient se tenir à table ou en tous les cas ne faisaient pas de bruit, n'embêtaient pas les autres. Alors maintenant, c'est le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes rentrés dans la théorie que je trouve extrêmement dangereuse de l'éducation positive, où nous n'apprenons plus, de peur de blesser l'enfant et de compromettre son futur, nous n'apprenons plus la loi aux enfants. Voilà, il est évidemment interdit de punir de la moindre façon jusqu'à je ne sais quel âge. Quand vous n'apprenez pas la frustration, eh bien vous devenez hors de la société. Je veux dire, vous faites ce qui vous plaît quand vous voulez, etc. Ça peut en partie expliquer une partie de votre question sur l'agressivité qui montre, le non-respect de la loi. Ben voilà. Alors même si c'est encore une minorité, il y a cette idée qu'on ne punit pas les enfants, s'ils ont pas les punir, les battre, rien de tout ça, mais au moins de marquer le coup et de dire ça, tu peux pas faire ça. C'est une chose qu'on entend de moins en moins. Et ben ça fait quoi? Ça fait des gens qui n'ont pas de limites. On parle légèrement d'un sujet, enfin on parle légèrement, on a raison d'ailleurs, parce que d'un sujet qui a des conséquences dramatiques et en plus énigmatiques, parce que finalement cette chute de la natalité, on peut pas, enfin on a vu qu'en Allemagne le remplacement de cette baisse de la natalité par l'arrivée d'immigrés massifs de pays qui ne sont pas forcément sur la même ligne civilisationnelle, on pourrait dire. Au bout d'un certain pourcentage de personnes, ça devient très difficile à gérer. Donc on ne peut pas remplacer par l'immigration cette chute de la natalité. Or, si on veut que ces pays industrialisés, qui sont aussi les pays de culture, qui sont aussi les pays de l'humanisme, qui sont les pays du droit en quelque sorte, si leur natalité s'effondre, c'est eux, c'est les pays qui s'effondrent. C'est-à-dire que c'est une philosophie politique qui s'effondre, c'est une civilisation qui s'effondre. Alors comment faire pour que cette natalité redevienne significative? Parce que si ça n'est pas le cas, ça nous condamne en quelque sorte à la disparition. À long terme, à très long terme. Oui, à très long terme, Oui, mais oui. c'est ça la menace. Et à plus proche terme, on pourrait dire aussi que c'est une menace pour la retraite des gens, pour des tas de questions économiques à régler, pour les bras qu'on n'a plus, pour tout ce que vous voulez. Oui, c'est un vrai problème économico-social et en même temps, comment dirais-je, il faut bien dire les choses. L'immigration, elle est, comment dirais-je, acceptable sans problème si les personnes, d'où qu'elles viennent, adoptent notre culture et nos valeurs. Voilà. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est pas tout à fait ça. C'est même plutôt une lutte sous-jacente qui prend, je trouve, de plus en plus d'espace. Et donc, c'est pas, à mon avis, souhaitable de continuer dans cette voie-là. Mais alors quoi faire? Effectivement, c'est un problème économique, ça sera peut-être après un problème militaire, hein, on ne le souhaite pas, mais aujourd'hui, effectivement, quoi faire entre l'immigration, quelle immigration, convaincre les gens de faire davantage d'enfants, on voit que ça ne marche pas très bien. Ou la GPA, alors on est peut-être dans la servante à Carlat, il va falloir payer des ventres de... C'est une éducation. L'éducation. L'éducation à faire des enfants? Non, mais les hommes doivent apprendre à mettre d'autres habits dans la vie que dans la vie privée et dans la vie intime. C'est peut-être ça moi, aussi. c'est pour ça que je les appelle à faire encore un petit effort
Ils en ont fait, vous savez, changer les mœurs, changer les modèles de féminité ou de virilité. C'est une entreprise qui prend un temps fou, quoi. Mais quand même, moi, je reste un peu optimiste parce que entre les années 70 et ce qui s'est passé aujourd'hui, pour les femmes et en faveur des femmes, c'est quand même important, très important. Donc, trouver la formule magique, moi, je ne l'ai pas plus que ceux que j'ai le plaisir de lire sur ces sujets. Mais ce qui me semble, en tous les cas, caduque, c'est de penser qu'en ouvrant plus de crèches d'une façon pour aider les femmes et qu'on allonge comment dirais-je, la maternité, les 3 mois ou 4 mois que la mère a pour ses enfants, c'est d'ailleurs pas 4 mois du tout en vérité, ça semble utile, mais c'est pas le vrai problème. Et le vrai problème, c'est à mes yeux celui que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que j'ai envie? Et c'est pas une place de crèche qui va faire que vous dire tiens, je vais faire un enfant parce qu'il y a une crèche à côté de moi. C'est pas ça du tout. Et néanmoins, le modèle, notamment chez les jeunes, qui se portent très bien, c'est pas du tout un modèle de père participatif, hein, c'est le modèle masculiniste, on revient au début de la conversation, un modèle très viriliste, avec des vieux codes, la femme à la maison, et puis l'homme musclé, etc. Et c'est ça qui est en train de se déployer même chez les jeunes. D'ailleurs, les jeunes filles n'y adhèrent pas forcément, il y a une séparation entre les deux. Mais donc ça, est-ce que justement c'est un des très grands dangers aussi pour la condition de la femme dans les années à venir, et notamment de la jeune femme? Alors écoutez, pas en France. Pour l'instant, on ne peut pas dire ça en France. Je trouve que, par exemple, l'affaire des crèches, bon, on a été les premiers et on continuera à être, si on a l'argent pour payer les crèches, si l'État a l'argent. Ce qui est encore une question qui se pose pour nous. Mais regardez, en Suisse, est-ce qu'on prend les enfants à la crèche tous les jours? Non, mais la Suisse est un modèle très conservateur, de société très conservatrice. Oui, mais il n'y a pas que la Suisse. J'ai pris la Suisse parce que vous êtes mon interlocutrice. Bien sûr. Mais en Allemagne, c'est pareil. Et on fait payer les crèches, ça commence à exister grâce à Merkel, mais ça coûte très cher. Donc et qui venait de l'Est, hein, parce qu'effectivement, l'Allemagne de l'Ouest était très conservatrice. Absolument. Et donc, voilà, elle le dit bien, le raconte bien dans ses mémoires, comment ça a été aussi un choc culturel au moment de la réunification. Mais bien sûr que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qui se pose, un problème d'éducation et de démographie qu'on n'est pas près de résoudre. Mais pour revenir au mot que vous avez utilisé, masculinisme, je le ressens quand même comme une sorte d'ultime tentative de rétablir un modèle viril, pas forcément, à mon avis, qui ne serait pas forcément inégalitaire, mais une image virile des garçons. C'est ça, et que c'est voué à l'échec si on continue comme ça. C'est ça l'image de Donald Trump, finalement, de Vladimir Poutine. C'est des hommes. L'image de Donald Trump. C'est des hommes qui réconcilient les hommes aujourd'hui avec une certaine. Restaurent les hommes dans leur virilité. Oui, mais c'est un peu ça qu'on voit là-bas, effectivement. Mais Donald Trump, c'est un choc dans notre vie à tous. Hein. Est-ce que c'est pas une espèce d'archétype? Parce que les États-Unis ont été fondés par des Européens. Ils ont une mémoire européenne. Même si, voilà, géographiquement, elle ne se distribue pas partout de la même façon aux États-Unis, mais ils ont une mémoire européenne. Est-ce que Trump, ça n'est pas l'archétype de l'homme qui a effacé sa mémoire européenne, qui n'a plus aucune mémoire européenne, c'est-à-dire cette espèce d'humanisme, même une certaine culture, quand on arrive à des fonctions comme ça, certaines valeurs. Là, rien. On a l'impression qu'il y a rien, un effacement. La tabula rasa. Tabula rasa, ouais, c'est ça. En revanche, on murmure qu'il y aurait peut-être une mémoire de ses amis russes. Ah oui. Apparemment, il se sent mieux avec Poutine. Avec Poutine et aussi une Russie qui est contre l'Europe, enfin, voilà, il se sent mieux avec oui, il a le complexe peut-être de ces Américains vis-à-vis de l'Europe, précisément parce que
pour eux, on en fait beaucoup avec notre culture, on en fait beaucoup avec nos lettres et nos arts, et ils nous en veulent. Enfin, c'est une partie du ressentiment américain, mais lui, il en est vraiment l'exemple. Et du coup, ce n'est plus une indifférence pour l'Europe, c'est une hostilité pour l'Europe. Exactement, une hostilité. Ce qui était pour, je pense, la population européenne. Qui partage avec Poutine. Qu'il partage avec Poutine, ça a dû être une révélation aussi cruelle pour nous que pour toute l'Europe. Enfin, se dire, mais à qui avons-nous affaire? Qui est ce monsieur qui, en plus, est dans l'irrationnel constamment? Il dit tout et son contraire. Comment croire sa parole? Bon, après tout, on peut comprendre, on pourrait comprendre en tous les cas, que les Américains ne veulent plus entretenir l'Europe en matière militaire. Ça peut se comprendre. C'est peut-être pas habile, mais enfin, ça peut se comprendre. Mais ça peut s'organiser. Et pas vous dire, j'arrête immédiatement les armes pour les Ukrainiens, pour accélérer la victoire de Poutine. Ça aurait pu s'organiser dans le temps. Et nous, voilà. Non, pas lui. Donc, il me semble, pour tout dire, que c'est un homme extrêmement dangereux à sa façon, et au moins aussi dangereux que Poutine. Oui. C'est un homme qui séduit, y compris en Europe, y compris en France. Il y a effectivement une bonne partie des droites aujourd'hui qui le disent à bas bruit, ou parfois un peu plus fort d'ailleurs, à quel point elles trouvent formidable le modèle Trump, le modèle Elon Musk, etc. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la place de la femme dans un monde avec des codes comme ça, au niveau politique, mais après, encore une fois, au niveau de la société aujourd'hui? Alors, dans l'optique trumpiste, le statut de la femme me semble franchement rabaissé par rapport à ce qu'il était. Et c'est pas Trump, c'est Trump, pardonnez-moi, c'est sous son mandat que l'avortement a été interdit dans certains États des États-Unis, 12 je crois. Ça aussi, comment dirais-je, je suis sûre que la plupart des femmes occidentales ayant entendu cette nouvelle incroyable ont compris qu'il pouvait se passer n'importe quoi dans l'histoire. Alors évidemment, la suppression dans 12 États des États-Unis, ça n'est pas aussi dangereux, la suppression de l'avortement. C'est pas aussi angoissant, si on peut dire, qu'une guerre qui pourrait nous pendre au gros. Non, mais même au sein de l'Union européenne, la Pologne a limité le droit à l'avortement. Il y a des femmes qui décèdent en Pologne parce qu'elles ne peuvent pas se faire avorter à temps, etc. Donc c'est une menace, ça, réelle, concrète. Écoutez, je me suis toujours méfiée des religions quand elles deviennent fanatiques. Je suis voltairienne, complètement. Et je pense qu'il y a une tendance forte en ce moment, et pas seulement chez une partie des chrétiens américains, ou de la Pologne, ou de la Hongrie, mais il y a une forte proportion de fanatisme en Europe contre laquelle il faut lutter. Mais eux font des enfants. Et eux font des enfants. Eux font des enfants et ils se développent en nombre. Et d'ailleurs, à l'échelle de l'humanité, le Pew Research disait que voilà, il n'y aurait plus que 13% d'agnostiques d'ici 2050, je crois. Mais on peut être agnostique sans être... Non, parce qu'on se développe moins quand on est agnostique. Apparemment, on se reproduit moins. Et c'est ça le... Écoutez, l'idée qu'on se reproduit, ça ne va pas pour moi. Je ne sais pas comment vous dire. Le choix d'un enfant, ce n'est pas pour se reproduire, c'est pour avoir une relation humaine inconnue tant qu'on n'a pas d'enfant et qui peut nous apporter aussi beaucoup de choses du point de vue de la chaleur humaine, du point de vue des sentiments. Voilà, c'est ça, vouloir faire un enfant. Se reproduire, j'y crois pas beaucoup, mais d'abord on se reproduit jamais. Non. Et les enfants se construisent souvent à partir d'un certain âge, un peu contre les parents, ce qui est normal. Donc, comment on va refaire des enfants? On aura envie, voilà. Comment aura-t-on envie de refaire des enfants un petit peu plus? Et je pense que pour l'instant, personne n'a la clé de ce mystère. Moi, je me contente de dire que si on partage un peu mieux ce travail domestique, parental,
le couple, comment dirais-je, sera plus léger pour elle. D'ailleurs, on a des tas de statistiques, qu'elles soient américaines, françaises ou autres, on a des tas de statistiques montrant que les femmes en ont assez, quoi, d'être obligées d'assumer 70% ou 60% du travail, entre guillemets, parental. Elles en ont assez. Et donc, voilà, je leur dis simplement encore un petit effort, mais d'un autre côté, je ne suis pas du tout pour la contrainte, je ne suis pas du tout même pour les hommes. Je veux dire, je n'aime pas cette idée que tout d'un coup, les femmes seraient de pauvres petites choses qui ne peuvent plus se défendre. C'est pas vrai non plus, ça. Quand on voit les mouvements féministes actuels, on peut se dire que c'est très dur. Est-ce que c'est pour autant convaincant ? Alors justement, qui incarne aujourd'hui le féminisme, la défense des femmes, à vos yeux ? Eh bien, pour tout vous dire, je ne sais pas. Mais je vais être encore plus méchante. Je considère que l'éclatement politique des féminismes, la critique forte du féminisme universaliste sera d'une certaine façon la fin de la crédibilité féministe. Et moi je pense que c'est mortifère pour le féminisme que ces mouvements ne résonnent plus en termes de féminisme, mais de politique. Et les différents politiques font, on en a des tas d'exemples, que je dirais les femmes en général ne représentent plus vraiment le sexe qui est opprimé dans l'inégalité, etc., là où il y en a, en tous les cas. Et donc, moi j'ai été élevée avec Simone de Beauvoir, comme des millions de femmes dans le monde. Et à l'époque, d'abord, on n'était pas aussi dur avec les hommes, premièrement. On essayait de les convaincre, même rudement. Mais on n'avait pas atteint ce que je ressens parfois comme de la haine. Les hommes ne sont pas tous des agressifs, les hommes ne sont pas tous des virilistes ancienne manière, pas du tout. Il y en a beaucoup qui essayent d'évoluer, etc. Et cette mise au... Enfin, j'ai entendu des choses de féministes radicales qui m'ont vraiment gênée. Les hommes, ce n'est pas une espèce à mettre au pas et à les traiter comme ils nous ont traités assez longtemps dans l'histoire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je remarque quand même que Simone de Beauvoir n'a jamais été anti-homme. Elle n'a jamais fait une critique globale des hommes. Elle aimait les hommes d'ailleurs. Les femmes aussi, mais elle aimait les hommes. Et qu'il n'y avait pas non plus le côté victimaire. Elle voulait des conquérantes, pas des victimes qui pleurent. Mais les femmes se haïssent entre elles aujourd'hui. Enfin, quand on reprend effectivement ce néo-féminisme, tous ces courants qui le composent, on a vu la manifestation du 8 mars à Paris samedi, justement, où les femmes se lançaient des autodafés, ne voulant pas qu'un tel vienne, etc. Même Caroline Fourest s'est retrouvée placardée avec une espèce d'interdit. Et cette haine entre femmes, aujourd'hui, c'est très patent. Parce que vous voyez, madame, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, vous parliez de la violence des hommes ou du masculinisme. Eh ben, je serais vraiment, comment dirais-je, blessée moi-même si les femmes devenaient des harpies qui disent n'importe quoi. Et en particulier, il me reste beaucoup sur l'estomac, c'est le fait qu'on interdise à certaines de manifester avec elles, parce que politiquement, elles ne sont pas du même côté. Je trouve ça terrifiant. Et ça rejoint exactement ce qu'on constate dans notre politique nationale. Tout le monde est séparé. Il n'y a plus, si vous voulez, de bien commun. J'ai été très frappée depuis des années, et je ne suis pas la seule, par le fait que les féministes qu'on dit intersectionnalistes n'aient pas levé le petit doigt ni pour les Iraniennes, ni pour les Afghanes. Entre autres. Ni pour les femmes violées du 7 octobre.
ni pour les femmes du 7 octobre, n'en parlons même pas. Non seulement elles ne se sont pas élevées contre, mais certaines, et les plus radicales, ont fini par dire que c'était très bien comme ça, et que c'était le prix à payer pour retrouver une indépendance, on ne sait pas laquelle d'ailleurs, dans cette partie d'Israël. Voilà. Donc je pense que on devrait peut-être se rendre compte qu'on a tout intérêt à revenir à une vision plus universaliste. C'est simple, la vision universaliste. Pour toutes les femmes du monde, c'est l'égalité entre les sexes et la liberté à l'égal des hommes. C'est tout. C'est simple, c'est clair, ça concerne tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une femme au monde qui dise non, ça ne m'intéresse pas, si elle est libre de penser. Disons que les combats, effectivement, ne sont pas terminés sur le plan de l'égalité, sur le plan des violences faites aux femmes, notamment dans le sein de l'intimité. Donc ça, c'est effectivement des combats qui devraient être menés en priorité. Est-ce que le féminisme, il y a eu deux ou trois ou 10, parce qu'il y a maintenant beaucoup de factions, mais enfin, des féminismes irréconciliables, se sont pas trouvés face à face et pour toujours et opposés les uns aux autres au moment où on a commencé à parler du voile à l'école, etc., où une partie du féminisme a défendu le voile pour les... Et là, ça a été le divorce, je pense que c'est là. Absolument, mais ce sont bien les intersectionnels qui ont fait alliance sacrée avec l'islam, qui sont les pires persécutés à leurs yeux, pardon, et en même temps qui font... pas persécutés par leur patriarcat, non, persécutés par nous autres, dans notre culture. C'est ça. Et je suis frappée de voir que, d'après mes collègues plus jeunes, qui me disent que pour la plupart des enfants, dans les banlieues en tous les cas, puisqu'ils enseignent dans les banlieues, ne pas admettre le voile est une atteinte à leur liberté insupportable. Donc c'est renversé, voyez-vous. Ça s'est renversé. Et comment expliquer, comment convaincre qu'il y a une séparation entre le monde de la raison, de la recherche de la vérité, de l'argumentation pour cette recherche de la vérité, et un domaine personnel qui relève du personnel et d'une foi à ce qui est supérieur à vous. Je veux dire, ce sont deux mondes différents et que nous devons à tout prix, pour l'apprentissage des enfants, garder séparés. Mais on a du mal. C'est très difficile. Alors, ce n'est pas les enfants qui font des efforts de ce côté-là, parce que les parents sont derrière eux, ce n'est pas les pauvres enfants qui sont coupables de quoi que ce soit. Mais en vérité, ce sont les professeurs qui reculent, et on les comprend. Je veux dire, il y a quand même un professeur, comme on sait, qui a laissé sa tête. Bien sûr. Bien sûr. Et pour en revenir aussi à cette figure des femmes et de leur place aujourd'hui, notamment dans le monde politique, c'est vrai que vous avez travaillé beaucoup sur Marie-Thérèse d'Autriche, qui était une grande reine, donc la mère de Marie-Antoinette, une grande reine guerrière, puisqu'elle a mené beaucoup de combats, qui a eu 16 enfants, elle. Et aujourd'hui, cette figure-là, c'est vrai qu'on la retrouve assez peu. Aujourd'hui, il y a très peu de chefs d'État femmes, peut-être Giorgia Meloni, enfin, mais qui s'incarnent aussi dans des valeurs assez masculinistes. Est-ce que la voie de la femme politique aujourd'hui, c'est justement de devenir une guerrière, de reprendre... Oui, je ne crois pas à la politique du charme et de la douceur. Que le conflit soit confiné dans des limites, je veux dire, de respect de l'autre, c'est une évidence que nous sommes en train de perdre. C'est inouï ce qu'on peut entendre à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'effectivement, il faut être guerrière pour défendre ses idées, pour convaincre. Alors, guerrière ne veut pas dire exactement ça, mais combattante. Je ne sais pas comment vous dire. Pour des idées. Je ne vois pas très bien comment elle pourrait... se servir d'autres armes que celles de la fermeté, en fait. De la fermeté, mais de la raison, de la fermeté, oui, absolument, pour défendre leurs idées. Ça me semble normal.
Comment est-ce que vous considérez justement des femmes comme Alice Weidel, Giorgia Meloni, voire même Marine Le Pen, qui sont des femmes effectivement qui réalisent accéder aux plus hautes marches finalement du pouvoir, mais en donnant beaucoup de gages justement au monde des hommes. Giorgia Meloni a dû montrer qu'elle était effectivement une mère, une chrétienne, pour être élue notamment. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces figures de femmes de pouvoir? Oui, elle a eu le pouvoir aussi grâce au christianisme, grâce aux pressions propres, en particulier à l'Italie, même plus en Espagne. Pour gagner le pouvoir quand on est une femme, en particulier, elle est la première à ma connaissance. Bon, ce sont ses convictions, je n'en doute pas, mais ça ne me semble pas étonnant, voilà. À mon avis, ça ne l'empêche pas d'être guerrière non plus. Est-ce que ce sont des marionnettes? Parce que comme Alice Weidel, qui effectivement, en Allemagne, est la figure de proue, d'ailleurs elle est lesbienne, enfin elle accumule les paradoxes, mais elle est la figure de proue de l'extrême droite allemande. Est-ce que justement ces femmes servent un dessein qui va contre les femmes, ou bien elles améliorent le destin des femmes par le travail qu'elles font au sein de ces droites-là? Alors, je ne connais pas assez la politique allemande et de ce parti. Donc, j'ai du mal, si vous voulez, à avoir la moindre suggestion d'explication. Prenons Marine Le Pen, par exemple, en France. Qui pendant longtemps n'a pas été considérée d'ailleurs comme une femme. Enfin, elle rentrait pas, il n'y avait pas une sororité, on ne disait pas il faut appeler à voter Marine Le Pen. Elle ne montrait pas un féminisme militant, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression aussi qu'elle a évolué, qu'elle était plus radicale, plus proche de son père. Il y a quand même plus de 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, elle me donne l'impression de l'extérieur que surtout pas de vague. Alors c'est jamais oui, oui, vraiment, c'est jamais non. Vous voyez, je ne me retrouve plus du tout dans ce qui est en vérité la pensée sous-jacente du Rassemblement national. Car on voit bien que l'objectif, c'est surtout choquer personne, pour avoir le maximum de votants. Donc, voilà, c'est un peu oui, c'est un peu non, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sont des figures individuelles de réussite au sens féminin, ces femmes-là, ces trois femmes-là par exemple? De réussite, ça dépend ce qu'on met dans le mot réussite. Oui, ce sont des femmes qui ont émergé. Ça ne devait pas être si facile C'est parce que Le Pen n'avait pas de fils, il faut bien le dire. C'est toujours comme ça avec les pères. Quand il n'y a plus de fils, on fait appel. C'est comme le roi Lear. Le roi Lear. Donc, non, ce sont des personnalités, je ne peux pas dire le contraire, plus ou moins visibles, plus ou moins lisibles. Voilà. Donc, ça dépasse un peu ma compétence. Et quel conseil donneriez-vous justement aux jeunes femmes aujourd'hui, du haut de votre réflexion, mais aussi de votre expérience de mère, de grand-mère, Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est faites le plus d'études que vous pouvez. Ça vaut la peine en particulier pour les femmes qui sont toujours meilleures à l'école, plus nombreuses à sortir de l'université avec des diplômes, et comme s'il y avait un frein qui les arrêtait après. Peut-être à cause de du projet de maternité, je ne sais pas. Je leur dirais donc, soyez libres de vivre la vie dont vous avez vraiment envie. Pas de vous conformer à aucun impératif, je dirais, d'ordre personnel, religieux ou des choses comme ça. Soyez libres. Et pour réussir, c'est pas si facile. Ah non. Et pour réussir sa vie de femme et de mère, comment est-ce que... Encore une fois, du haut de votre expérience personnelle et du haut de votre réflexion aussi. Comment réussir sa vie? Oui. Écoutez, j'avais une formule à l'époque que je répète aujourd'hui, mais je ne m'en sers plus. C'est la maternité, c'est des mères toujours médiocres. Nous sommes des mères médiocres. On fait ce qu'on peut, mais on ne fait certainement pas tout ce qu'il faut pour un enfant, parce qu'on ne le comprend pas, ce qu'il faut faire, parce qu'on prend la mauvaise décision au moment de prendre la décision. Voilà, il faudrait partir non pas de la mère parfaite,
mais de la mère qui fait tout ce qu'elle peut, et chacune d'entre nous peut être différente sur ce qu'elle peut, pour multiples raisons, mais ne rêvez pas de la mère parfaite. Or, on a rêvé depuis toujours de la mère parfaite. Le dévouement pour l'enfant qui passe toujours en avant, pour le mari qui passe toujours en avant, c'était jadis, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais oui, la mère avait dans sa nature l'idée des soins pour les autres, de s'occuper des autres et de se... Dans son éducation, peut-être pas dans sa nature. Ben non, mais je parle de ceux qui tenaient... Oui, bien sûr, mais moi je vous dis, c'était l'image qu'on avait, qu'on propageait. Elle est naturellement faite pour ça. Et donc, si vous ne colliez pas avec ce modèle millénaire quand même s'il y a eu des petits arrêts en France, notamment au XVIIIe siècle, on a quand même endoctriné les femmes sur... Voilà, vous êtes là pour vous occuper des autres, pour soigner les malades, et maintenant aussi pour enseigner aux enfants. Il y a de moins en moins dans les écoles et dans les collèges de professeurs hommes. Donc, mais elles sont encore aujourd'hui réticentes à faire des études de sciences, dans leur immense majorité, et pourtant elles ont une capacité de travail qui n'est pas discutable et je dirais aussi, comment vous dire, de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'elles peuvent faire pour que ça marche à l'école. Elles font ce qu'elles peuvent, mais je trouve qu'elles sont plus... comme si elles étaient plus touchées, plus appelées à ça, à se dire c'est le moment où je peux réussir, je peux me donner du mal. Et je trouve que les petites filles sont plus courageuses à l'école que les garçons. Non, mais elles sont effectivement. Mais les garçons réussissent mieux quand même. Pas forcément, c'est en train de décliner justement, et vous le montriez bien d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, que de plus en plus de femmes sont diplômées, et c'est vrai que... Oui, mais pas en sciences, en sciences et techniques. En médecine, il y a plus de femmes dans les auditoires de médecine maintenant que d'hommes. Cette semaine, l'entretien avec la nouvelle directrice de l'école polytechnique, polytechnicienne elle-même, et qui dit qu'elle s'inquiète beaucoup que les femmes restent toujours à 20% des élèves, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais très inférieures en nombre aux garçons de l'école polytechnique. Cela dit, si les hommes se déclassent, ça peut faire du ressentiment qui après va appeler du masculinisme, etc. Donc on n'est pas sorti, on n'est pas dans un mouvement forcément favorable aux femmes. Mais je ne suis pas autant que vous inquiète de ce masculinisme. Là, c'est quand même un courant de jeunes hommes, notamment, qui ont voté Trump. Enfin, je veux dire, ce retour du refoulé qu'on voit aussi dans les jeunes générations, et notamment et dans leur comportement entre amis, etc., ce côté grégaire, ce côté valeur extrêmement viriliste, c'est une recrudescence. Oui, mais c'est aux États-Unis. Je ne vois pas la même chose. Peut-être je ne vois pas bien, mais je ne vois pas la même chose en Europe et en particulier en France. Il y a c'est vrai, on assiste à des comportements de jeunes adolescents inimaginables pour nous il y a quelques années. J'ose croire encore que ce sont des cas exceptionnels et que ça pourra diminuer en les reprenant en main, mais pas forcément par des moyens, comment dirais-je, agressifs eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne justement de votre rapport au féminisme, si vous avez... Je pense que c'est le plaisir, le bonheur d'avoir vu la condition des femmes en l'espace de 50 ans changer beaucoup, presque radicalement, en France. Et que ça continue. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.